Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un super week-end. Très content de vous retrouver en ce samedi soir pour une nouvelle petite vidéo, une analyse. Et cette fois, c'est City-Liverpool au programme. Bien sûr, c'était le gros match de la journée, le gros match de 13h30, très très tôt. Jürgen Klopp n'était pas content d'ailleurs. Mais ça finit un partout entre ces deux formations. Pep qui félicite l'ami Jürgen à la fin du match. Toujours un kiff de les retrouver tous les deux. Ça a un peu chauffé entre Pep et Darwin Núñez. Même si Pep a dit en conférence d'après-match que c'était pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Je crois que Darwin Núñez était un peu remonté. Et on a même eu un petit peu d'action, même si on ne le voit pas trop là sur le screen. Pep versus Pep. Pep Lijnders, l'assistant de Klopp, contre Pep Guardiola. Pour retenir un petit peu les deux hommes. Mais bon, finalement, ça finit assez tranquille. Un partout, donc les buteurs Erling Haaland et Trent Alexander-Arnold, qui a un peu glacé l'Etihad en inscrivant un but qui a privé City d'un record. Un record qui aurait été absolument historique, je crois que c'est le propre d'un record, mais en tout cas qui aurait fait date dans l'histoire de l'élite anglaise. On va en parler dans quelques secondes. Au classement, City-Liverpool reste accroché aux deux premières places, mais ça c'est en attendant le match d'Arsenal qui est en train de jouer en ce moment. Donc s'il l'emporte, il passerait devant, il prendrait la tête de Premier League. Stan, j'espère que tes boys vont pas trop faire les tocards. On a une belle bataille pour le titre en PL, franchement. Si Arsenal l'emporte, si Tottenham l'emporte, on aurait 4 équipes. Tottenham joue contre Aston Villa, donc quoi qu'il arrive, on a 4-5 équipes qui se tiennent en 5 points, 4 qui peuvent se tenir en 3 points, un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment pas mal tout en haut. Chelsea-Newcastle, ça finit 4-1 pour Newcastle, et ça c'était le match qui a suivi, que j'ai regardé aussi. Malheureusement que j'ai pas enregistré. Je pensais qu'il était en train d'enregistrer en même temps, mais du coup, je sais pas si je vais pouvoir trop en faire du contenu. En tout cas, voilà, ça c'était la petite après-midi de PL. Ce City-Liverpool, City se présentait comme d'habitude dans son milieu en boîte. Cette fois, c'était Rodri et Akanji à la base, Alvarez et Silva les milieux avancés, Doku et Foden sur les ailes, ok. Côté Liverpool, peut-être ce qui détonne un petit peu, Curtis Jones au milieu de terrain. Et je sais pas pourquoi je mets un check, parce que je trouve qu'il était vraiment pas très bon. Je pense, pour moi, c'est le moins bon des 22 titulaires. Et il est sorti assez vite d'ailleurs. Et sinon, Jota, Nunez, Salah, la pointe, le trio offensif. Matip, Van Dijk, la charnière, Tsimikas, le latéral gauche, parmi d'autres. Mais ouais, franchement, ce City-Liverpool, c'est toujours autant un kiff. Mon après-midi, elle commence bien. Mon week-end, il commence bien quand il y a une poignée de main franche entre ces deux gars-là qui ont tellement marqué l'histoire du foot récent. Mais en plus, niveau jeu, ce qu'on voit sur le terrain, c'est même si c'était pas hyper flamboyant, c'était pas un match fantastique. J'ai passé un bien meilleur moment devant Chelsea, Man City l'autre jour. Mais s'il y avait quelqu'un que je ramenais au 21e siècle, je ramenais en 2023 avec une machine à remonter le temps ou à avancer le temps, et que je devais lui montrer, pour un historien du foot, peut-être dans quelques années, une meilleure manière de le dire, si un historien du foot se penche sur comment on jouait à cette époque, je pense qu'il va regarder beaucoup de City-Liverpool. Je pense que City-Liverpool, c'est un peu le match qui symbolise le mieux à quoi ressemble, c'est un peu l'état de l'art du foot en ce moment. Et son positif, mais aussi un peu son négatif. Je dis pas que c'est pas entièrement laudatif ce que je suis en train de dire. On voit aussi un peu peut-être les dérives, entre guillemets, de cette manière de jouer. Je vais expliquer un petit peu plus dans quelques minutes. Mais voilà, le record que City pouvait battre, c'était 24 victoires sur ces 24 derniers matchs à domicile. Ils étaient 23 sur 23 sur les 23 derniers matchs à l'Etihad, 76 buts marqués, 11 encaissés. Incroyable, toutes compétitions confondues. Et la dernière fois que dans l'élite anglaise, une équipe était arrivée à 24, c'était Sunderland apparemment en 1891, il y a genre 130 ans, un peu plus de 130 ans. Donc ce record ne sera pas battu donc, par City, mais ils en étaient pas loin. Ce qui me marque tout de suite dans ce début de match, c'est à quel point la clé, c'est qui va réussir à relancer. Parce que les deux équipes cherchent à presser, les deux équipes cherchent à faire jouer le match dans la moitié de terrain adverse. Et par exemple, Liverpool essaye de s'en sortir. Genre là, si on te met l'image juste comme ça, presque tu as l'impression que c'est City qui est en train de relancer, parce qu'il y a plus de maillots bleus que de maillots rouges dans l'écran. Mais non, c'est bien City qui est en train de presser, en train de contraindre Alisson à une grosse bourde. On a parlé de Donnarumma contre Monaco hier, bah là c'est un petit peu la même. Dans les pieds, hier c'était Minamino sur sa patte gauche, cette fois c'est Foden sur sa patte gauche. Il va pas réussir à croiser, à battre son vis-à-vis. Peut-être Alisson est un peu mieux placé que Donnarumma hier. En tout cas, grosse alerte. Sur quoi? Sur une relance de gardien raté. Et moi, je vois ce début de match, et même le football depuis quelques années. Et moi, je suis quand même à la base un grand partisan du jeu court, de la relance. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te demandes,
même si à la fin je réponds quand même par ouais, ça vaut le coup de relancer, il y a des moments où c'est tellement extrême, et des matchs comme ça où c'est tellement extrême, et où toutes les occasions, elles viennent de relances ratées en vrai, que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'astreindre à jouer aussi bas quand on voit autant de grosses occasions, de big chances? Vraiment, ça c'est... Bon, c'est pas 0,5 XG, parce qu'il y a quelques défenseurs et tout, mais c'est quand même une grosse occasion. C'est de loin la plus grosse occasion du début de match. Et elle vient de quelque chose qui semble évitable sur le papier. Peut-être tu perds un peu ta philosophie de jeu, etc. Mais à la fin, le foot, c'est aussi les deux surfaces. Donc bref, c'est ce genre d'interrogation avec laquelle je suis en train de me battre dans ma tête sur ce début de match. Parce que ça vient souvent, quasiment toutes les grosses occasions sont venues de moments où la relance échoue et donc la pression aboutit. Donc c'est peut-être quelque part un éloge de la pression, mais ça, sur un gardien comme ça, je sais pas, peut-être ça semble un peu dispensable. Aussi, bon, tu vois à quel point la pression c'est la clé du match, parce que les occasions, elles viennent aussi de moments où cette pression est battue par un dépassement de fonction. Genre là, Matip qui va casser la première ligne par du dribble, par de l'incursion, et hop, une fois que cette première ligne est percée, il y a une poche qui s'ouvre, il peut ouvrir sur Mo Salah, son centre trouve la tête de Darwin Núñez, il faut un bel arrêt d'Ederson. Bon, ça c'est un peu une réponse à mon interrogation en mode, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se casser la tête à essayer de sortir de la pression alors que tu peux peut-être juste balancer et jouer le second ballon? Je sais que mon ami Xabi Alonso de Leverkusen, sur lequel j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, dit ça c'est comme jouer au casino, donc il déteste ça, il veut pas du tout faire ça, autant aller au casino, et je comprends. Mais non, là, je pense que c'est ce genre d'action qui valide le parti pris de Xabi Alonso, parce que ouais, ok, tu risques de concéder de grosses occasions, mais par contre, quand tu perces la pression, ouais, tu t'en crées aussi. Et je trouve que ce qu'on voit avec City et Liverpool depuis plusieurs saisons maintenant, mais ce match ça en était encore une illustration, c'est à quel point une action, une occasion qui est créée, en vrai, elle vient souvent de tout en bas. C'est des actions entières qui sont déroulées sur 80 mètres comme ça, et c'est rare, je trouve, que ce soit juste des petites séquences isolées qui proviennent d'un second ballon et on rejoue à 30 mètres. Souvent, ça vient de A à Z, et ça, c'est peut-être aussi une forme de foot total, quoi, où on déroule toute la longueur du terrain, et c'est comme ça que tu te crées une occasion, et peut-être que comme ça, contre des équipes de ce type. En même temps, forcément, si elles essayent de mettre 11 joueurs dans ta moitié de terrain, souvent ça va venir de là. Et comme ici, pour Liverpool aussi, via un déplacement de Szoboszlai, qui était pas mal sur ce début de match. Malheureusement, Darwin Núñez n'est pas assez tueur, pas assez létal là, je pense. Déjà, sa prise de balle est pas top. Et ça fait vachement penser au but d'Erling Haaland, en plus, qui a marqué dans quelques minutes. Sa prise de balle là, elle est pas top, alors qu'Haaland, elle était géniale. Et en plus, derrière, il tergiverse un peu, donc Ruben Dias peut revenir. Darwin Núñez, il n'a pas été assez tueur, on sait, malheureusement, ça fait partie de ses défauts. Et même s'il est capable de choses extraordinaires, ça, pour un neuf de Liverpool, je pense, ouais, il faut faire un peu mieux. Surtout sur la prise de balle, qui lui permet pas de se mettre vraiment face au but et d'aller finir en 1 contre 1. Ça reste un peu trop derrière lui, et du coup, difficile d'aller conclure. Mais voilà, ça c'était encore une occasion de Liverpool qui est venue d'une belle sortie. Mais les grosses occasions de City, elles viennent des moments où Liverpool ne réussit pas à sortir. Encore une fois, la Curtis Jones, il joue en retrait sur Alisson, tu t'en mêles un petit peu les pinceaux, tu veux pas absolument dégager, donc gros danger. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de tir, mais Haaland, il est à ça de la tacler dans le but vide. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que ça vaut le coup, parce que quand ça réussit à sortir comme ça, hop, en une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, c'est magnifique ce petit enchaînement en triangle là, comme ça part de Van Dijk. Hop, McAllister, Szoboszlai ici. Non, c'est pas McAllister, pardon. Si, je crois que c'est McAllister et c'est Darwin Núñez là qui la remet pour Curtis Jones. Magnifique. Et derrière, il y a une poche d'espace à aller attaquer. Mais Curtis Jones, malheureusement, je trouve que souvent les bonnes sorties de balles de Liverpool sont mortes sur lui. On décédait avec lui parce qu'il n'était pas vraiment, je pense, dans le ton de ce match. Erling Haaland, bonne pression, et derrière possibilité pour Manchester City, notamment pour Jeremy Doku qui lui a été top. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup dans ce match. On fait un peu des digressions parce que City-Liverpool, je pense, c'est un peu l'occasion de se pencher sur ce qui fonctionne dans le foot moderne, ce qui fonctionne pas, et ce qui fonctionne aussi pour Man City. Moi, je trouve ça intéressant que la saison dernière, l'année la plus successful de l'histoire de City, ça vient d'un moment où tu ajoutes Erling Haaland qui est un petit peu l'antithèse ou un point de rupture énorme de ce que faisait City. City, c'était la machine 109. Guardiola, son fameux modèle, c'est si je peux faire jouer 10 milieux centraux, ça c'est ce que je préfère faire. Et là, tu ajoutes un pur neuf qui est que ça, qui est Haaland de la saison dernière. Parfois, il touchait 20 ballons par match et il plantait 2 buts.
Donc c'est vraiment l'antithèse totale de ce que cherche à faire City, le point de rupture complet. Doku, c'est un peu ça aussi. Face à traditionnellement une équipe qui ouvre des espaces par plutôt des dédoublements. Enfin, moi, je pense à City, la saison où ils mettent la centaine de points, les centurions. Pour moi, c'est que des dédoublements comme ça sur le côté. Et t'as un centre en retrait de Sané pour Sterling qui met le tapin. S'il la rate pas, ça lui est arrivé occasionnellement. Et ça, pour moi, c'est les buts classiques City. Maintenant, avec Doku, il y a une arme pour, en 1 contre 2, comme ça, ouvrir un espace. Et ça c'est quand même assez dingue. Hop, il mange Alexander-Arnold, centre en retrait, et il y a une grosse occasion qui est créée via ça. Et je trouve ça intéressant comme il y a cette base, cette structure fondamentale à Man City qui est clairement le jeu de possession, le jeu positionnel, trouver des petits espaces avec une circulation de balles extraordinaire, toujours tranchante. Le but, c'est pas de ronronner à l'infini, mais ça passe par un mouvement vraiment extrêmement collectif. Et ils ont ajouté 2 points de rupture en 2 intersaisons, Haaland et Doku, qui sont un peu l'inverse de ça, mais qui apportent du coup énormément. Je trouve que City, c'est une équipe beaucoup plus complète que ça l'était avant, et meilleure du coup. En tout cas, la saison dernière, avec Haaland, il n'y avait aucune contestation là-dessus. Et avec Doku, je pense qu'ils ont en vrai encore passé un palier. Même si ça s'est pas trop vu dans ce match, même si le début de saison c'est pas parfait. Mais en vrai, à City, les débuts de saison ils sont rarement parfaits aussi. En tout cas, voilà, grosse digression, mais j'aime beaucoup ce qu'apporte Doku. Et Liverpool, sur les sorties de balles, était aussi dangereux. Aucun rapport entre les deux idées, mais bon, c'est ce que les images montrent là. Donc c'est ce qu'il faut commenter. Liverpool, sur les sorties de balles, il pouvait être dangereux. Quand tu fais courir City là, face à son but, toute l'équipe qui a été flipped comme ça, bon, c'est une très très bonne chose à faire. Malheureusement, je trouve que bon, à la rigueur, ça là, ça va, mais il manquait un petit peu d'explosivité aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à un petit point de déclin? Normalement, non, parce qu'il faisait un bon début de saison. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'explosivité, de tonus. Peut-être que, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais peut-être un petit truc à surveiller. En tout cas, là, ce que j'ai envie surtout d'illuminer, c'est la faute tactique. Ça, c'est aussi un classique de l'arsenal de Pep Guardiola. La faute tactique, quand il y a une transition offensive dangereuse, pour moi, ça méritait carton jaune. Et pour moi, je pense que c'est Ake. Non, c'est Foden qui fait la faute. Qui est-ce que c'est? Ouais, je crois que c'est Foden qui fait la faute. Aurait mérité de prendre un jaune. Mais sinon, très très content, comme je le disais, du développement de Jérémy Doku. Je pense que c'est un peu un rêve d'intégrer ce City-là. Il a vraiment été recruté, pas pour sa constance, pas pour son volume de performance saison après saison, mais vraiment pour sa qualité de percussion, d'élimination, de dribble. Genre vraiment je sais pas, la saveur qu'il peut apporter à cette équipe. Et City, en le prenant, c'est que c'est un pari, c'est qu'il y a les blessures, c'est qu'on n'a jamais eu encore une saison vraiment complète de Doku, mais on veut presque le meilleur dribbleur d'Europe pour nous faire des différences individuelles. On prend le meilleur dribbleur d'Europe avec son manque de constance, et pour l'instant ça marche bien, et aussi parce que j'ai l'impression que Doku a vraiment passé un cap. Je sais pas si c'est mental, mais en tout cas il écoute beaucoup ses coéquipiers, il a l'air hyper investi dans le truc. C'est une opportunité de malade, je pense, qui lui a été donnée, offerte, mais parce qu'il a une qualité qui est hors norme. Phénoménal, élite, en vrai, je pense. Qui est un meilleur dribbleur en Europe que Doku? Pas grand monde, et les stats vont le montrer dans quelques minutes. Bref, on a beaucoup parlé, tout ça pour dire, le premier but, il vient d'ici. Ça aussi, c'est un peu un classique City, c'est les corners, toujours quelque chose de spécial un peu sur les coups de pied arrêtés, comme l'Arsenal de Mikel Arteta, il y a toujours des trucs un petit peu différents. Là, sur ce corner qui est joué court, ça revient sur Foden, il tente sa frappe, ok, c'est capté par Alisson, mais Alisson qui va chercher le gelon sur Mo Salah, va totalement se déchirer, et son ballon long qui aurait dû aller là-bas, il fait juste une petite cloche comme ça, et il atterrit dans les pieds de Nathan Ake. Nathan Ake qui se retrouve avec, il y a 3 joueurs de Liverpool qui sont éliminés, donc il n'y en a plus que 7 à aller attaquer, c'est en gros du 7 contre 7 là, dans cette partie de terrain. Mais il y a un gros problème là, je pense, entre Szoboszlai et Alexander-Arnold, mauvaise communication, le fait que Nathan Ake réussisse à passer dans cet intervalle sans opposition, c'est vraiment, vraiment problématique. Et derrière, ça passe, qui trouve Erling Haaland, pareil, dans l'intervalle Matip, Van Dijk. Je ne sais pas exactement à qui accorder la culpabilité sur cette action. Est-ce que c'est plus Alexander-Arnold là? J'aurais tendance à dire ouais, Matip ensuite. Pour moi, dans l'ordre, c'est numéro 1, Alexander-Arnold, numéro 2, Matip, peut-être numéro 3, Van Dijk, qui est un petit peu loin d'Erling Haaland quand même, et Szoboszlai, après,
Ouais, peut-être Zoboslai, c'est dur, mais en tout cas, c'est très mal défendu par Liverpool, ça on peut le dire. Et aussi Alisson, c'est vrai, parce qu'en vrai, il dévie pas suffisamment bien la frappe. Il la dévie dans son petit filet. 1-0 donc, ouverture du score pour Man City. Ouais, c'est pas normal de se faire attaquer comme ça, alors qu'il y a que vraiment 2 joueurs qui sont impliqués dans l'action, de se faire battre de cette manière. Je vais quand même souligner l'excellent enchaînement d'Erling Haaland. Moi, voilà, typiquement, je trouve que souvent, on parle d'Erling Haaland, c'est qu'un finisseur, il marque que des tap-ins, c'est facile de planter X buts avec ce Manchester City-là. Bah, là, on voit la différence entre le meilleur avant-centre du monde en ce moment et un Darwin Núñez qui est peut-être qui cherche à intégrer le top 10. Bah, Darwin Núñez, il a eu quasiment la même occasion tout à l'heure. L'occasion, c'est enchaîner une passe qui arrive de l'arrière, enchaîner en une touche, se mettre dans le sens du jeu, une deuxième pour slammer un tout petit peu et la troisième pour déclencher. Mais franchement, en une seconde, il a fait cet enchaînement. Haaland, là, il lui faut une seconde pour faire enchaînement, pied droit, hop, finir et petit filet. Donc ça coûte cher, ça rapporte beaucoup de points, ça rapporte des trophées, ça rapporte la gloire. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. En vrai, c'est ce dont City avait besoin. Et 1-0, premier joueur le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue à atteindre les 50 buts. En 48 matchs, le second, c'était donc le premier à l'époque, c'était Andy Cole en 65, même s'il tirait pas les penalties. Sinon, on a Shearer 66, Van Nistelrooy 68, Salah 72, Torres 72. Une belle compagnie, mais Erling Haaland a totalement explosé le record. Donc en tout cas, ça fait 1-0 pour City. Je trouve que Liverpool a de bonnes situations, mais les joue mal. Genre là, ce 3 contre 3, Darwin Núñez, Salah, Jota, il faut faire beaucoup mieux que ça. C'est mal joué. Et Salah derrière, il se fait un peu manger par Ake aussi. Donc dommage, Liverpool avait des bonnes incursions, mais comme ici, cette passe de Curtis Jones qui est un petit peu naïve, pas bien appuyée, elle est facilement interceptée par Bernardo Silva. Souvent, les actions décèdent sur Curtis Jones. Et derrière, Bernardo Silva, il fait un petit mouvement toupie là. Magnifique. Pour lancer Jérémy Doku. Et là, il y a un 3 contre 2. Il n'est pas super bien joué non plus. Je crois que Jérémy Doku a une possibilité. Il a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'il a une possibilité pour lancer Erling Haaland là, pleine balle dans l'axe, dans l'intervalle vraiment axial là. Mais je sais pas, au ralenti, j'ai eu un peu de mal à déterminer parce que je pense que Haaland le fait pas pleinement cet appel non plus. En tout cas, il y a aussi Julian Alvarez là, je comprends que le servir c'est assez tentant. Et Alvarez joue pas hyper bien le coup non plus en délayant un petit peu, alors que peut-être il peut enchaîner en une touche et essayer d'aller finir lui-même. Et il délaye un petit peu pour essayer d'aller mettre un ballon au second poteau. Donc ça vient de Jérémy Doku là. Et il essaye de le renverser au second poteau pour Erling Haaland. Mais malheureusement, ça ira direct en 6 mètres. Mais voilà, grosso modo, comme je disais, pour moi, la clé de ce match, c'était qui va sortir de la pression adverse en faisant le moins d'erreurs. Et on voit à quel point c'est difficile pour Liverpool. C'est constamment difficile. Mais quand ils s'en sortent, ça peut faire très très mal. City a un petit peu plus d'armes pour s'en sortir. Liverpool aussi essaye. On voit la hauteur de ce bloc-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gars dans le champ. Ouais, ça là, vous le voyez aussi ici. Mais Alisson, c'est pas... Le jeu au pied, il est fluctuant, je dirais, en fonction des distances. Ederson, par contre, le jeu au pied, il y a des moments, genre, waouh, cette passe-là qu'il envoie, boum, pour aller trouver Bernardo Silva là. Quand tu sautes 6 joueurs, quand tu bats 6 joueurs comme ça, avec juste une passe de gardien qui est fusante, puissante, mais tellement bien calibrée, et que derrière, tu peux aller jouer ce coup-là, 4 contre 4 dans la moitié de terrain adverse. Ouais, c'est... Je pense encore une fois qu'il y a quelque chose à mettre sur Erling Haaland ici. Sa course était sympa dans le dos de Matip et il passe juste au bon moment. Donc dommage que Alvarez ne le serve pas. Mais ça fera quand même une occasion assez dangereuse parce que Phil Foden trouve quasiment le poteau. Il faut un bel arrêt d'Alisson pour empêcher City de prendre le large juste avant la mi-temps. Mais voilà, ce ballon là, on le voit hyper bon angle de caméra. Ce ballon d'Ederson là... Il est un peu délirant. City a plus d'armes pour se sortir de la pression et ça finit un partout. Et Liverpool a montré de belles choses, surtout avec un 11 qui me semblait bien moins fort que celui que City alignait. Genre Curtis Jones, Tsimikas, pas très convaincu. Mais City, je pense encore que c'est le niveau au-dessus. Il y a des séquences, c'est quand même assez impressionnant. Donc en tout cas, ça finit un partout. Ça finit à 1-0 à la mi-temps. On arrive à 1-0 à la mi-temps.
Bien sûr, Erling Haaland, il a toujours des gestes assez caractéristiques, typiques de sa part pour rebooster, remotiver ses coéquipiers avec Bernardo Silva, avec Rodri. Et voilà, on parle de la seconde période dans quelques minutes. Avant ça, un mot pour le sponsor du jour. Alors les amis, on fait une petite pause pour parler du sponsor du jour qui est NordVPN. Très très facile pour moi de parler de NordVPN parce que je le fais depuis un moment, ça fait longtemps qu'ils sponsorisent la chaîne, mais aussi parce que ça fait longtemps que je les utilise, même avant qu'ils me sponsorisent. C'est hyper utile pour masquer son adresse IP pour des raisons de sécurité. Donc moi je vis aux Pays-Bas, là maintenant je suis connecté sur un serveur virtuel néerlandais, donc on ne voit pas ma vraie adresse IP. Mais c'est aussi hyper pratique, plus que pour des raisons de sécurité, pour accéder à des contenus qui sont géolocalisés. Il y a tellement de trucs qui sont géobloqués, etc. Et en ce moment, avec la Ligue des Champions, avec l'Europa League, les compétitions européennes, un truc qui est vraiment cool, c'est que si on se connecte en Belgique, comme ce que je fais là, en Belgique, ils ont un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont des matchs de Ligue des Champions et d'Europa League qui sont diffusés en clair. Sur le site, par exemple, RTL Play, vous avez la Champions League chaque semaine, 2 matchs, un le mardi, un le mercredi, totalement diffusé en clair. C'est plus le cas en France depuis un moment maintenant, malheureusement. Mais si vous avez NordVPN, que vous vous connectez en Belgique, et désormais, vous avez accès à des grands matchs européens facilement, gratuitement, en clair. Un autre truc que moi j'utilise beaucoup aussi, parce que j'adore voir les résumés de Première Ligue, j'adore la Première Ligue en VO en fait, j'aime beaucoup les commentateurs britanniques, etc. Et pourtant, si je vais sur la chaîne YouTube Sky Sports Première Ligue, j'ai pas les résumés en VO, parce que les résumés, ils sont géolocalisés. Et pourtant, petit tour de magie, je vais retourner du côté de NordVPN, je vais me connecter à Londres, peu importe, tant que c'est au Royaume-Uni, hop, je suis connecté, United Kingdom, et maintenant je retourne sur la chaîne YouTube de Sky Sports, je rafraîchis, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, on a les résumés. Par exemple, City Bournemouth, Newcastle Arsenal, hop, je clique et maintenant j'ai accès aux images, je peux voir le résumé de 3 minutes en VO avec les commentateurs britanniques. Et ça personnellement c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment une infinité d'usages pour la géolocalisation grâce au VPN et à NordVPN. Si vous voulez en profiter, il y a une offre exceptionnelle qui est active jusqu'au 29 novembre, donc tardez pas trop, 4 mois offerts sur tous les abonnements d'1 et 2 ans. C'est jusqu'au 29 novembre, c'est avec mon lien qui est en description, et NordVPN vous garantit d'être satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc c'est accessible avec le lien qui est en description de la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, je sais qu'il y en a pas mal, c'est dans la description du podcast aussi, et le lien c'est nordvpn.com/willouvpn. En seconde période, Liverpool a encore des mouvements intéressants, ici avec la qualité de pied de Trent Alexander-Arnold qui ouvre, et derrière Salah, il y a quelque chose à faire ici. Franchement, 1 contre 1 contre Nathan Ake dans une très très belle poche d'espace, avec 3 joueurs de Liverpool qui se sont projetés, Szoboszlai, McAllister et Darwin Núñez. Il y a vraiment quelque chose à faire, et du coup je suis un peu déçu du match de Mo Salah, parce que là je pense qu'il essaye de rentrer intérieur, ça passe pas, il essaye de passer extérieur, il se fait vraiment manger par Akanji qui vient ici le couper. Et c'est vraiment ce moment où je me suis dit, waouh, Salah, je sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment une perte d'explosivité. Je sais pas si c'est juste sur ce match ou quoi, mais en tout cas là, il se fait vraiment battre. Donc ouais, dommage, je pense que Liverpool aurait pu avoir encore un peu plus avec un meilleur Mo Salah cet après-midi. Mais ouais, sinon, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Je pense que Doku a continué à faire extrêmement mal sur ce genre de situation, les renversements où il est trouvé en 1 contre 1. Et c'est ça qui est top, je trouve, avec Jérémy Doku, c'est que sa force de percussion, ça en fait une arme non seulement sur attaque placée face à des blocs bas, et je pense qu'à la base, dans le plan du recrutement, c'est un peu ça, mais aussi en transition, il est très très efficace, très très utile. Là, un petit peu comme Salah tout à l'heure, et c'est un miroir qui est un peu saisissant. Un peu comme Salah tout à l'heure face à Ake. Là, il est face à McAllister. McAllister, je trouve assez naïf, qui vient essayer de le mordre tout de suite. Mais je crois qu'il connaît pas encore l'ami Jérémy Doku, qui l'élimine sur un crochet assez simple, passe devant, et vraiment, c'est vraiment une boucherie. Il l'explose, centre en retrait pour, il me semble que c'est Julián Alvarez, qui malheureusement ne finit pas. Mais ça, c'était une des meilleures actions du match de Jérémy Doku, qui a été top. On va revoir ses stats tout à l'heure, mais vraiment, il a fait de très très gros dégâts sur ce flanc gauche, le flanc droit de Liverpool. Sortie de Jota qui est blessé, sortie de Curtis Jones aussi à la 54e minute, pour moi, un des flops du match. J'ai trouvé vraiment en dessous, et je pense que Liverpool,
Liverpool qui était sur Caicedo, qui était sur Lavia à l'intersaison, qui a essayé de prendre Endo à la fin, mais ça c'est quand même un truc à voir au mercato hivernal s'ils essayent pas de se renforcer un petit peu au milieu de terrain, parce que je pense qu'il y a encore au moins un gros coup à faire. Je pense que City peut s'estimer un peu peut-être malchanceux de ne pas voir ce but accordé sur le corner. Alisson, il est peut-être un peu touché par Akanji, peut-être que la main elle est un peu sur l'épaule, peut-être. Mais en vrai, à vitesse réelle, et enfin même sur le ralenti, je veux dire en live, en image animée, en vidéo, ça semble assez léger. Après, je pense un gardien tombe pas non plus pour rien. Après, c'est peut-être aussi le biais parce qu'Alisson il faisait un match avec quelques bourdes déjà, donc peut-être que ça oriente un peu ma réflexion. Mais ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé, si ça aurait dû être donné but. Moi, je pense en live, je pense qu'en vrai, en live, je siffle faute parce que tu vois un gardien qui tombe, la plupart du temps, tu vas donner faute. Et après, en revoyant les images, je pense que je suis plus proche d'accorder le but, mais après c'est vrai que la VAR c'est censé être que pour une erreur manifeste, que pour corriger une erreur manifeste. Donc est-ce qu'il y a eu erreur manifeste? Moi peut-être à la fin c'est la bonne décision. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas ça permet pas à City de faire le break, et ils vont le regretter parce que même si encore une fois par l'intermédiaire de Jérémy Doku qui aspire l'âme de Matip là sur le côté, centre en retrait, et Haaland trouve Alisson qui réalise une belle parade, même si là, City ne réussit pas à faire le break, ils ont eu les occasions pour le faire. Jérémy Doku, comme j'ai montré, il finit à 11 dribbles réussis, 15 tentés, donc même un très très bon pourcentage de réussite. Mais c'est des stats délirantes, absolument délirantes. Le second du match, Bernardo, il est à 3. Salah, 2 dribbles réussis. Doku, 11 sur le match. C'est délirant. Et ouais, symbole de son impact et de son utilité sur ce flanc pour Man City. Je pense qu'une bonne entrée côté Liverpool, c'est Gravenberch, c'était son premier match contre City de sa vie, en tout cas son premier Liverpool City, et il a été plutôt intéressant. Là, sur cette projection, il permet de battre la pression, donc il y a un mouvement intéressant pour Liverpool. Luis Diaz qui s'enfonce, qui centre là ça arrive de l'autre côté pour Mo Salah, qui donne un petit ballon très intéressant aussi pour Trent Alexander-Arnold, qui s'est bien projeté là dans ce demi-espace et va ouvrir son pied. Superbe enchaînement, vraiment, pour aller battre Ederson. Le but, il est très beau. Sa construction est intéressante avec le départ Gravenberch. Et la fin là, honnêtement, superbe enchaînement aussi. Donc ouais, top niveau. Liverpool revient dans le match, mais c'est un peu choquant parce que ça faisait un moment qu'on les voyait plus trop là. Et que City semblait beaucoup plus proche du second que Liverpool du 1 partout. Mais honnêtement, l'action est sublime et mérite un but. Alexander-Arnold qui se fend d'un petit message aux supporters Citizen, ça explose aussi dans le parquage visiteur, ça c'est toujours très kiffant en Angleterre. Ils sont tellement proches, ils sont là, ils sont souvent derrière le but. D'ailleurs, on les voit ici exploser. Enfin, pas encore, ouais, si. Est-ce qu'on en voit certains célébrer? Peut-être pas encore. Mais en tout cas, ils sont là. Et comme ils sont dans la tribune virage, souvent on les voit derrière le but. Ils explosent d'un côté comme de l'autre en interaction avec les supporters de City. Ça fait toujours plaisir de voir ces images, drôle de voir ces images. Les célébrations aussi de Jürgen Klopp, toujours aussi spéciales, me font bien rire. Et de Pep Guardiola aussi, qui se prend le visage dans la main, le front dans la main pour être précis, parce que City a laissé échapper un point. Et c'est dommage parce qu'honnêtement, ce match, il l'avait plutôt en main dans l'ensemble. Je ne dis pas que Liverpool ne mérite pas de faire match nul, mais ils ont eu, je pense, plus de grosses occasions. Et pour moi, ils étaient un petit peu au-dessus. Franchement, pour Liverpool, aller chercher un point à l'Etihad, comme on a dit, où City avait gagné les 23 derniers matchs, c'est une belle performance. Et ça montre qu'il va y avoir combat. Il va y avoir lutte pour le titre. Au bout de 13 journées, on est quasiment pile à un tiers. 13 x 3, c'est 39. Il y a 38 journées, on est quasiment pile à un tiers. 29 points pour City, 28 pour Liverpool, peut-être 30 pour Arsenal au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être 29 pour Tottenham au moment où vous la verrez, ou alors 28 pour Aston Villa, ou alors 27 et 26. Enfin, c'est pas mal. Franchement, belle première ligue, comme d'habitude. Et c'est City-Liverpool toujours aussi intéressant pour voir là où le jeu en est. Et comme sur ce que je disais, sur ce que je racontais sur ces sorties de balles, j'ai l'impression qu'on passe nos vies, là, quand on fait des analyses de match, à parler de la pression, la résistance à la pression, ce qui se passe dans la première moitié de terrain. Et comme si le football, c'était qu'une succession de phases de relance. Mais en vrai, de plus en plus, ouais. Et de plus en plus, de très très grosses occasions proviennent de ton erreur à la relance. Ça vaut le coup sans doute, vu qu'il y a autant de bonnes situations qui sont générées par
des relances réussies, et aussi je pense par l'état d'esprit global que tu as quand tu cherches pas à faire des dégagements longs constants, comme dit Xabi Alonso quand tu n'es pas en train de jouer au casino sur le terrain. Mais c'est quand même intéressant, je trouve. Et même ce match, même le summum de ce match, bah, après c'est logique, c'est aussi des forces de pression qui sont importantes, mais même le summum de ce match, on voit des erreurs comme Donnarumma contre Monaco hier. Donc ouais, ça m'a intrigué, et le football a pas fini, je pense, de nous faire nous poser des questions, mais peut-être qu'on aura quelques réponses supplémentaires cette semaine, parce qu'en Ligue des Champions, on a du PSG Newcastle, et je pense qu'on va faire une petite preview demain. On a quelques grosses rencontres aussi. En tout cas, on n'a pas fini de faire des vidéos, ça c'est sûr. J'espère que ça vous a plu, que vous passez un excellent week-end. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche en tout cas. Prenez soin de vous, et on se dit à bientôt. Bisous.